Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas si le quart d'heure angevin existe, mais au moins on l'aura fait durer. On l'aura fait durer pour que chacun d'entre vous puisse arriver ce soir. Et puis on l'aura fait durer aussi pour que vous puissiez commencer à échanger. Alors, j'ai été stupéfait de voir que les uns les autres se croisaient, se reconnaissaient. Et nous n'avons pas terminé, nous avons à peine commencé l'espace qui va animer cette soirée et qui va permettre de l'échange entre nos intervenants et vous, et entre vous tout au long de cette soirée. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'IF Europe et à cette table ronde. Entre absence d'idées et multiplicité de choix, aider les jeunes à s'orienter. Voilà, soyez donc les bienvenus à l'IF Europe. Nous sommes à l'initiative, en partenariat avec l'Université catholique de l'Ouest, de cette proposition, de cette table ronde. L'IF Europe, c'est un institut de formation qui est donc centre associé de la Catho et qui fait de la question de l'orientation son domaine d'expertise depuis bientôt 40 ans. L'IF Europe, c'est aussi un projet à l'initiative d'une communauté chrétienne qui s'appelle Fondatio et qui fonde et qui enracine son approche pédagogique et son anthropologie auprès de ses étudiants. L'IF Europe, enfin, elle propose aujourd'hui 2 parcours de formation à destination des jeunes, un diplôme universitaire qui démarre en septembre et se termine en juin, qui s'appelle le DU Bac+1 Open, et un parcours qui démarre au mois de janvier et se termine au mois de juin, lui également, qui s'appelle le parcours Tremplin, et qui est dédié à des jeunes en situation de décrochage universitaire ou qui n'ont pas accroché une formation à la rentrée du mois de septembre. Ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont ici dans nos murs. Cette année, pour démarrer à Open, ils sont 34 étudiants. Ils sont en quête de sens pour se construire un projet d'orientation, mais aussi un projet d'avenir et de vie. Comment est née cette table ronde ? Dans le dialogue avec l'Université catholique de l'Ouest, son recteur, M. Laurent Péridi, et son vice-recteur, qui est membre de notre conseil d'administration, M. Pierre Huskla, ont dialogué avec nous, et puis on s'est dit, allez, montons un événement qui rassemblerait en Maine-et-Loire l'ensemble des acteurs de l'orientation. Et de là est né dans nos esprits un très grand rassemblement. On s'est imaginé un grand raout, une grande journée, de multiples ateliers, de multiples conférences. Et puis on s'est dit, peut-être que pour commencer, on pourrait humblement poser une première pierre à cet édifice en proposant ce soir une table ronde sur un sujet qui nous rassemble et qui nous passionne, la question de l'orientation. Alors on a cherché ensemble une porte d'entrée pour rentrer dans ce sujet pour le moins polyédrique, c'est-à-dire qui a de multiples facettes, voire parfois même un peu épidermique. Nous sommes partis de nos finalités respectives, de nos objectifs et de nos ambitions, celle d'aider les jeunes à s'orienter. Tout en faisant un constat, celui qu'il est difficile parfois de se faire une idée de son orientation au cœur d'une multiplicité de choix. Pour déployer ce sujet ce soir, ce n'est pas moi qui vais prendre la parole, mais nous avons rassemblé 3 voix, chacune spécialiste de la question à sa manière, chacune apportant une facette de ce polyèdre. Éric Mutabazi sera le premier à prendre la parole. Il est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest. Il est rwandais d'origine et il nous partagera son expérience et ses recherches sur le décrochage. Agnès Ténier est docteur en sciences de l'éducation, carriérologie et éthique. Elle est l'ancienne directrice de cet établissement où elle a travaillé 22 ans. Elle nous partagera également l'approche de l'IF Europe et l'approche de son expérience au regard des multiples accompagnements qu'elle a pu avoir. Et puis enfin, Thierry Verger, merci d'être là, coordinateur des projets d'orientation scolaire à l'Appel 49. C'est un homme de terrain auprès des établissements scolaires qui nous partagera notamment son expérience et les outils qui peuvent être mis à disposition des jeunes. Ce soir donc, nous allons parcourir la question de l'orientation en partant des non-choix avec vous, Eric, en passant par la question de l'approche pédagogique pour faire un choix avec toi, Agnès. Et puis, on va regarder comment faire un choix parmi des choix avec toi, Thierry, en fin de soirée. Pour commencer, voilà, chacun va avoir donc la parole une quinzaine de minutes. Vous pouvez prendre, parce que je vois beaucoup de carnets, donc en tout cas, vous prendrez sans doute un certain nombre de notes. Vous aurez l'occasion, à l'issue des 3 prises de parole qui vont durer chacune environ 15 minutes, de rassembler vos idées et de les partager en petits groupes.
par 2, 3, je vous dirai tout à l'heure les modalités, pour échanger entre vous, faire un tout petit peu connaissance, et puis se faire émerger peut-être questions et réactions à mettre au dialogue avec nos 3 intervenants dans un deuxième temps. Et puis à l'issue de ces espaces-là, on prendra un verre ensemble pour continuer de manière peut-être plus informelle de mettre au dialogue ces questions qui pourraient nous tenir toute la nuit. Rick, on commence avec toi. Nous allons ouvrir cette table ronde par un contrepoint à notre question de départ. Idée, choix, orientation, un triptyque qui n'est pas une vérité générale. Tous les jeunes ne sont pas sans idées. Ton parcours en est une illustration. Tous les jeunes n'ont pas le choix et tes recherches auprès des jeunes en fragilité sociale ou de mineurs non accompagnés en est une démonstration. Je te donne la parole le premier pour que tu puisses nous dire, au regard de ta propre expérience personnelle et de tes recherches, ce que tu peux nous dire de celles et ceux qui n'ont pas véritablement le choix de leur orientation. Merci tout le monde. Merci de l'IFEUROPE de m'avoir invité pour ce soir et pour afin que je puisse vous partager mon expérience personnelle sur ce sujet-là de l'orientation, mais également mes travaux de recherche sur la question notamment de l'accueil des enfants issus de l'immigration, mais aussi sur la question de décrochage scolaire. Bon, avant de commencer, donc, comme vient de le dire Thomas, je suis d'origine rwandaise. Donc, je suis né au Rwanda, j'ai fait école primaire, collège et lycée au Rwanda. Et après, j'ai fait une partie de mes études au Cameroun. Et après, la dernière partie de mes études à l'Université catholique de l'Ouest, donc Master 2, et puis doctorat et post-doctorat à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Donc, ce que je vais vous partager ce soir, c'est vraiment la question de l'orientation, mais à partir de mon expérience personnelle. Et pour commencer, donc je suis né au Rwanda et comme dans toutes les familles, lorsque on est petit, on nous pose toujours la question de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et quel est le métier qui t'intéresse. Voilà. Donc pour moi, je répondais tout le temps, je vais devenir médecin parce que je trouvais que c'était un bon métier, tu es là pour sauver les gens. Donc là, j'étais vraiment passionné par ce métier de médecine. Et donc, j'ai commencé l'école primaire, collège et lycée. J'étais vraiment, je dirais, j'aimais tellement les mathématiques et puis j'aimais les disciplines scientifiques. Sauf qu'au Rwanda, comme tout le monde le sait aujourd'hui, on a 1994, le Rwanda a connu un génocide commis contre les Tutsis. Pendant cette période, l'école est arrêtée parce que beaucoup d'enseignants ont été massacrés, des autres ont pris le chemin de l'exil. Les camarades de classe aussi, à grande partie, qui est décédé, qu'on a tué pendant le génocide. Et après, une autre qui a pris le chemin de l'exil. Donc, on se retrouve dans une situation, dans un contexte où plusieurs écoles sont fermées. Et ça a pris, je dirais, un mois, une année pour qu'on ouvre les écoles. Et quand ils ont ouvert les écoles, il n'y avait pas, je dirais, il n'y avait pas la place pour tout le monde. Et tout le monde aussi ne voulait pas poursuivre les études parce qu'on venait de connaître un événement et c'était des traumatismes. Et puis, il y a les gens aussi, les jeunes voulaient se reconstruire peut-être autrement. En tout cas, ils ont ouvert certaines écoles. Donc moi, j'avais d'avoir 17 ans. Donc j'étais encore au collège, en fait, au Rwanda, parce qu'on fait 8 ans de l'école primaire. Après, on faisait 6 ans de l'école secondaire. Donc à 17 ans, j'étais toujours au collège. Et du coup, après le génocide, ils ont ouvert des écoles. Sauf que moi qui rêvais de devenir un médecin, je me retrouve dans un collège où il n'y a que des filières de littérature. En gros, il y avait une seule option. Il fallait faire latin et langue moderne. Bon, donc, et après, je n'avais pas d'autre choix, en fait, orienté dans un établissement. Et sauf vraiment avoir des connaissances, etc., etc. Alors, déjà, le fait d'avoir une école, c'était une chance. Donc, c'était une chance que je ne devrais pas refuser. Et ce qui se passe, c'est que je vais dans ce collège.
Et je fais le collège et le lycée. Je termine mon bac avec donc des études de littérature. Donc j'avais fait lettres, il y a beaucoup d'apprentissage des langues, il y avait le français, l'anglais, le swahili, notre langue maternelle, le Kinyarwanda et le latin. Donc c'était ça, en tout cas ces enseignements-là occupaient plusieurs heures dans notre formation. Et lorsque j'ai terminé mon lycée, mon rêve de devenir médecin avec cette formation-là n'était plus possible. Je me suis dit, ben, écoute, là, je n'ai pas pu faire la médecine. Peut-être que je vais plutôt m'orienter en économie-gestion, un peu de mathématiques, comme j'adorais les maths. Je me disais, bah, je vais essayer de faire cette formation et j'envisageais les métiers comme, c'est pas, travailler dans les banques, travailler dans les assurances, c'est des métiers reconnus, pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique. Voilà, c'est des métiers qui m'intéressaient aussi. Sauf que je n'avais pas eu des très bonnes notes, parce que j'ai fait la filière qui ne m'intéressait pas vraiment beaucoup, donc au niveau d'investissement, de motivation. Donc je n'ai pas eu les notes, on prenait je dirais la mention distinction pour poursuivre les études à l'université. Donc il me restait le choix de travailler pour que je puisse payer une université privée, mais dans ce domaine d'économie-gestion. Et j'ai trouvé du travail donc, dans un mouvement d'action catholique, c'est le mouvement GEC, Jeunesse estudiantine catholique du Rwanda. Donc j'étais secrétaire au niveau national. Et j'ai travaillé pendant 1 an dans ce mouvement d'action catholique. Et après, il y a une opportunité qui s'est présentée, c'était d'aller faire les études à l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun, donc ce qui était le Rwanda au Cameroun, mais pour faire les études de philosophie. Et en plus, on me disait, voilà, tu as fait la littérature, donc la philosophie, c'est une bonne option pour toi. Là, il y a des bourses d'études, il faut que tu profites pour y aller. Moi, je disais, mais c'était fini tout ce qui est littérature, parce que ça ne m'intéressait pas du tout, pour le dire. Mais là, on me dit, en fait, c'est de prendre à laisser. Et c'est une opportunité. En plus, tu vas aller à l'étranger, tu vas découvrir d'autres cultures, d'autres pratiques, d'autres mondes. Ben, il faut pas. Donc, moi, je ne voulais pas y aller parce que en Afrique, on a encore cette vision que la personne qui fait la philosophie est destinée à devenir prêtre. Moi, je devrais devenir père de famille. Et il y a un membre de ma famille qui m'a dit, en fait, pourquoi tu ne fais pas faire la philosophie c'est une opportunité. Et j'ai dit, non, je ne vais pas devenir prêtre. C'est ça qu'il faut. Et il me répond, en fait, ok, ben, tu ne vas pas devenir prêtre, tu fais la philosophie. Je dis, je vais faire quoi alors si je fais la philosophie? C'était ça la question. Et après, il m'a répondu, est-ce que tu trouves que dans notre société, les prêtres sont les plus pauvres? Ah, tu vas faire les études comme eux, peut-être tu vas pouvoir t'en sortir. En gros, j'ai pris l'avion, je suis parti au Cameroun et j'ai fait 4 ans de philosophie. Et j'ai terminé avec mon diplôme de master. Et en même temps, on a eu la chance à cette université qui a été fondée par les pères jésuites. Et ils venaient en Europe, notamment en France, pour rechercher les enseignants qui viendraient nous former. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, parce qu'il y a des professeurs de cette université, notamment Michel Sueta, Beltra Berger, Catherine Afti, qui venaient nous donner des cours à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et après mon master, je me suis dit, et d'ailleurs on discutait avec d'autres étudiants, mais qui n'étaient pas bien sûr séminaristes, se disaient, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec la philosophie? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. En tout cas, il n'y avait pas, à part enseigner au grand séminaire, et en plus on était des laïcs qui vont en Afrique enseigner au grand séminaire, il n'y a pas beaucoup. Voilà, je me suis dit, je vais m'orienter au moins en philosophie de l'éducation. En disant, peut-être en éducation, on va y avoir des opportunités en tout cas pour pouvoir travailler. Donc, je suis venu ici au niveau master 2, et puis doctorat et post-doctorat en sciences de l'éducation. Et entre-temps, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai commencé par les suppléances à l'école maternelle, plutôt à l'école primaire.
Et pendant 5 ans, ici à Angers, j'ai continué avec le collège et le lycée. J'étais chargé de la culture religieuse, adjoint de direction en pastoral aussi. Et après, j'accompagnais les étudiants, en tout cas après ma thèse, pour la direction des mémoires. En tout cas, j'avais mis temps à l'Université catholique de l'Ouest. Et à la fin, avec cette expérience, j'ai fini donc à être recruté comme enseignant-chercheur en sciences d'éducation à l'Université catholique de l'Ouest. Je commençais par le campus Sainte-Donate, mais aujourd'hui, je suis à Angers. Voilà, donc mon premier point, c'était ça, le mot choix. Donc, en gros, je voulais devenir médecin, mais c'est vrai, je suis arrivé, je suis devenu docteur en sciences de l'éducation, mais au départ, c'était pas ça mon point, en tout cas, c'était pas mon projet, ce que je voulais faire au départ. Et après, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu donc l'opportunité de travailler sur la question des élèves issus de l'immigration, plus particulièrement des enfants, les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les jeunes qui viennent en Europe et qui ne sont pas accompagnés par leur famille. Donc, ils se retrouvent ici, en France, et il faut travailler en tout cas, sur la question de l'accueil, mais aussi sur la question de l'inclusion scolaire et professionnelle. Et là, j'aimerais bien vous partager, en fait, par rapport à cette question de l'inclusion scolaire et puis inclusion professionnelle. Mais ce qui m'a, donc, parmi ces jeunes, c'est l'âge entre 14 et 17 ans qui m'a beaucoup plus, en tout cas, retenu mon attention parce que c'est les jeunes qui arrivent et qui sont beaucoup plus proches à l'âge de la majorité. Et après, donc, à 18 ans, ils deviennent majeurs. Donc, s'ils deviennent majeurs, ils ne dépendent plus, en tout cas, je dirais comme ça, de l'État. Et c'est eux de se prendre en charge, plutôt de contribuer au développement de la société. Et, sauf que ces jeunes, souvent, il y en a qui viennent et qui ne parlent pas du tout la langue française, et qu'il faut accompagner. Et en les accompagnant, on s'est rendu compte, au fait, au niveau de notre recherche, que les accompagnateurs tiennent compte de l'étape suivante, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire, comment ils vont être intégrés dans la société. Et là, on s'est rendu compte en fait, que la majorité n'ont pas d'autre choix que de faire la formation professionnelle. Il faut apprendre les métiers professionnels qui va les permettre de trouver du travail. Parce que avec le métier et avec le travail, tu peux avoir ce qu'on appelle ici les papiers pour pouvoir en tout cas pour pouvoir travailler et obtenir un job puis un travail à long terme. Voilà. Donc, l'orientation pour ces jeunes, en fait, je dirais, est conditionnée par le métier, c'est-à-dire l'intégration va dépendre du métier qu'ils vont choisir, de la formation qu'ils vont choisir. En gros, à 17 ans, 18 ans, plutôt de 14 ans à 16 ans, tu ne peux pas arriver à devenir médecin parce que tu vas recommencer à lycée général et lorsque tu vas avoir ton bac, tu auras le lycée général et puis l'intégration au niveau des métiers, ça va être beaucoup plus difficile. De façon que lors de l'accompagnement de ces jeunes, on les oriente beaucoup, en tout cas presque, je dirais la majorité sont orientés dans la formation professionnelle. Et pour terminer, donc le troisième point, c'est le projet qu'on a amené avec nos collègues de l'Espagne, de l'Hongrie et puis de Danemark. Donc on était 4 pays. C'était un projet de l'Union européenne. Le titre exact, c'était Alliance 3. Alliance 3, c'est-à-dire famille, école et association, sur la question du décrochage scolaire. Notre idée, c'était de dire, bon, chaque professionnel dans son domaine, dans sa spécialité, essaie d'accompagner ces jeunes en situation de décrochage scolaire par rapport à ses compétences. C'est dit, peut-être si les familles, l'école et la famille et les associations plutôt puissent travailler ensemble, peut-être il faut essayer de fusionner les compétences, de collaborer ensemble pour un même objectif. C'est-à-dire, les familles vont apprendre, ou bien vont avoir des conseils et des enseignants pour pouvoir accompagner leurs enfants.
les parents, plutôt les enseignants, vont tenir compte des conseils, en tout cas de ce que racontent les familles pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et puis les associations, on se rend compte que les jeunes quand même apprennent aussi au sein des associations et que quelquefois même ce qu'ils font dans l'association peuvent être déterminants dans la réussite de leurs études. Alors on s'est dit mais qu'avant de commencer la formation, parce que l'idée c'était vraiment de prendre les membres de la famille et puis les enseignants et les associations, de les mettre ensemble pour suivre la même formation. C'est la question de l'accompagnement de ces jeunes. Malheureusement, il y a eu la Covid, il y a eu la formation entre les enseignants et les éducateurs, mais on n'a pas pu associer les familles. Mais avant de commencer ce projet, on s'est dit que ça peut être intéressant si on écoute d'abord les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, pour savoir de quoi ils ont besoin au niveau de l'accompagnement, comprendre qu'est-ce qu'ils pensent exactement de l'école, qu'est-ce qu'ils pensent de leurs difficultés et comment en fait ils voient le futur de ce qu'ils souhaitent faire concrètement. Alors, ce qui nous a étonné, déjà à l'école, pour eux, il y en a qui nous ont dit qu'ils viennent à l'école en fait pour rencontrer leurs copains, parce que tout ce qui est orientation, c'est vraiment là. Ils ne se posent même pas souvent ces questions. Et on s'est rendu compte que ceux qui ont, en tout cas ceux qui ont déjà pensé à leur métier, à ce qu'ils souhaitent faire dans l'avenir, et souvent ils font référence à leurs parents, ou bien à leurs grands frères, ou bien à leurs tantes, ou les autres membres de famille élargie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la majorité ne souhaite pas faire la formation générale. La majorité souhaite faire la formation professionnelle, parce qu'ils se disent que ils ne sont pas faits pour faire des longues études. Parce que l'enseignement général, pour eux, il faut faire la licence, le master après la formation. Donc, pour eux, il faut faire des formations courtes qui vont les permettre d'accéder directement au travail. Et lorsqu'on on pose la question de savoir, en fait, mais qui a choisi cette orientation? Est-ce que c'est vous-même ou bien on se rend compte qu'il y a une influence des familles. Et il y en a qui nous disaient, en fait, les parents nous ont dit, en fait, vous n'êtes pas fait ou faites pour faire l'enseignement général. Vous n'êtes pas à l'école, vous n'avez pas étudié. Donc, pour s'en sortir, il faut faire l'enseignement professionnel. D'autres ajoutent, disent, en fait, si tu vas faire l'enseignement général, tu n'auras pas de métier, tu n'apprends pas un métier bien précis. Vaut mieux de commencer de faire le lycée professionnel pour accéder je dirais, au travail après la formation. Donc, d'une manière générale, donc aujourd'hui, là où j'en suis, je me dis souvent que la question de l'orientation nous dépend de plusieurs choses, notamment du contexte, le contexte dans lequel l'élève se trouve. Moi qui viens du Rwanda, je me suis retrouvé dans un contexte où je n'avais pas le choix de s'orienter dans telle ou telle orientation. Et les jeunes qui sont issus de l'immigration, parfois, ils n'ont pas ce choix de dire je vais faire tel métier. Non, il n'y a qu'une seule façon notamment de rester en France, de pouvoir survivre à ses besoins, c'est de faire la formation professionnelle. Voire même ceux qui sont en difficulté d'apprentissage, se projeter pour dire que je vais devenir médecin ou avocat ou d'autres métiers. Non, ça c'est vraiment très loin d'eux. Ils choisissent d'une manière ou d'une autre cette formation professionnalisante. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Eric pour ce premier point un peu en contrepoint du sujet qui est le nôtre, mais qui vient l'éclairer d'une autre manière. À toi Agnès, toi tu as travaillé 22 ans ici à l'IFEUROPE et tu y as eu toutes les fonctions, formatrice, responsable pédagogique, directrice. Tu as évidemment, tout au long de cette longue expérience, accompagné plus d'une centaine de jeunes, tu me disais plus de 150, ne serait-ce qu'à l'IFEUROPE, et tu as rassemblé l'ensemble de ta pensée dans un travail de thèse intitulé « Le saisissement vers un renouvellement de la manière d'habiter le monde ». À travers ton expérience personnelle et professionnelle, à travers aussi ton travail universitaire, est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, quels sont les enjeux qui sont à l'œuvre dans un processus d'orientation ? Merci Thomas.
Donc je vais prendre la suite. Effectivement, je parle comme ancienne pédagogue de cette école, avec 22 ans de pratique, où je n'ai jamais perdu la prise avec le terrain, que ce soit avec des groupes en formation ou dans l'accompagnement individuel. Et même depuis que je suis partie, en tout cas, je continue cette prise avec le terrain de ces étudiants-là. Et contrairement à ce que tu décris, du coup, le public d'étudiants de l'IFEUROPE et celui que j'ai fréquenté, c'est un public en capacité de se poser la question de l'orientation. Hein, donc on est sur quelque chose un peu différent. Voilà. Je suis passionnée par la question des parcours de vie et la manière dont les personnes deviennent actrices de leur choix. Donc ça, c'est vraiment mon fond de commerce. Et vous verrez également dans ma prise de parole qu'il y a des partis pris et des convictions qui habitent ma conception de l'orientation et qui sont nourris de cette expérience dont je vous ai parlé et puis de ce travail de recherche que j'ai pu mener. Je voudrais revenir d'abord un tout petit peu sur le titre de cette table ronde, entre absence d'idées et multiplicité de choix. Je vais rester sur ça déjà. Et effectivement, à l'IFEUROPE, nous avons vu venir, et puis sûrement dans les lieux où vous êtes, vous voyez venir des jeunes qui, certains ont trop d'idées et du coup ne savent pas choisir, d'autres n'ont pas d'idées et ne savent pas quoi choisir. Et ce qui est proposé en face, c'est tellement vaste qu'il peut y avoir un sentiment de noyade face à ça. Donc cette complexité-là. Et puis, deuxième partie de notre titre de table ronde, on a eu un petit échange. En tout cas, ce n'était pas le titre initial qui est sur les flyers. Donc, je vais revenir au titre initial parce que sur les flyers, vous avez aidé nos jeunes à s'orienter. Et le titre initial, c'était « Apprendre à nos jeunes à s'orienter ». Et pour moi, c'était important, ce « apprendre ». C'était important parce qu'en fait, aider, ça peut dire une posture potentiellement surplombante. Oui. Aider, ça peut dire donner un coup de pouce à un moment donné pour un choix précis. Et on peut être sur le terrain du court terme. Alors que apprendre, ça dit l'acquisition de compétences qui sont remobilisables à plusieurs étapes de sa vie. Et là, on est sur le terrain du long terme et c'est bien notre option ici. Et je pense que c'est bien votre option à un certain nombre d'entre vous, puisque je vois des têtes qui se... Donc la question de l'orientation, c'est d'abord une question qui inquiète. Qui inquiète les parents, qui inquiète un peu les enseignants, parce que quand même on leur a mis cette question entre les mains de plus en plus, et qui inquiète en premier lieu les jeunes. En première position, les jeunes, parce que c'est bien de leur vie dont il s'agit. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on oublie qu'il s'agit de leur vie. Et les jeunes, ils sont soumis en fait à d'abord une pression des échéances, mais les jeunes, ils sont aussi soumis parfois à une pression parentale et une pression du système. Voilà. Donc, et ils se trouvent aussi à porter les inquiétudes de leurs parents, plus ou moins bien, plus ou moins comme ils peuvent. Voilà. Et devant toutes les possibilités qui s'offrent de choix, quand on va, ne serait-ce que si on prend des lycéens qui vont être plutôt dans des voies générales ou autres, ne serait-ce que Parcoursup, ça peut être vertigineux, les possibilités qui sont là, et mettre le jeune face à la peur de se tromper. Comme si, à cet endroit-là, se jouait sa vie. Et en fait, cette inquiétude qui apparaît devant l'orientation, la question de l'orientation, nous paraît absolument fondamentale. Parce que c'est l'inquiétude qui surgit lorsqu'on se retrouve face à la question de la liberté. Voilà. Être face à ma liberté de pouvoir choisir, ça fait peur. Et on peut l'étouffer assez vite, cette inquiétude, essayer de se rassurer de plein de façons. N'empêche qu'elle est constitutive et elle est assez fondamentale. Petit détour sur l'orientation. Qu'entendons-nous par s'orienter ? Puis on reviendra sur cette question de la liberté. Alors, orientation, le mot vient de l'Orient, désignation ancienne du point cardinal est, là où le soleil se lève. On pourrait dire que chercher son orientation, c'est chercher là où le soleil se lève pour moi. Francis Barfoglia, qui est un professeur de philosophie, je vous ai amené un texte de lui qui est là-bas et vraiment je vous encourage beaucoup à le prendre et à le lire parce qu'il est extraordinaire. Donc il est intervenu sur son texte s'appelle
l'orientation de la sanction au rite d'initiation. Ouais. Je vous en parle pas trop, sinon ça va prendre trop de temps, mais c'est extraordinaire. Et il dit ceci: s'orienter, c'est devenir autobiographe, non pas de ce que la vie a fait de nous, mais de ce que nous voulons en faire. Devenir autobiographe. Et cette question, elle se pose à chacun de nous ici, et elle se pose de façon cruciale aux jeunes face à des décisions à prendre. Alors la question devient: comment on apprend à devenir autobiographe de sa vie, et comment on peut aider nos jeunes, leur apprendre à devenir autobiographe de leur vie. Donc je reprends Marfoglia, il a aussi une deuxième phrase que je trouve magnifique, c'est: la question de l'orientation qui marque la sortie de l'enfance doit ouvrir pour lui le temps de la parole. Là. Tout l'enjeu, il est là. Ce qu'il convient de soutenir, de permettre et de favoriser, c'est qu'un je puisse s'exprimer. Un je, J-E. Souvent, c'est une phrase qu'on dit à l'IF Europe, on dit « mais ici, on travaille à l'émergence des sujets ». Ici et sûrement dans plein d'autres lieux. Mais voilà, je vous parle du lieu qui est le mien. On travaille à l'émergence du sujet, permettre qu'un je puisse se dire. Alors évidemment, cette affaire-là, ça prend du temps. Ça ne s'écrit pas en 3 minutes ou en 1 heure de rendez-vous, c'est beaucoup plus long. Et la question du choix de la formation, en fait, qu'on ramène souvent à la question de l'orientation, hein, mais ça n'est qu'une petite partie du processus. Donc, initier le processus d'orientation, ce n'est pas formuler un projet professionnel. Peut-être que c'est intéressant de commencer comme ça. C'est toute la différence entre que veux-tu faire comme métier plus tard et que veux-tu faire de ta vie. Ce qui est beaucoup plus vaste. Et la question de l'orientation, elle commence par cette question-là. Que veux-tu faire de ta vie, en fait? Quel homme, quel adulte, quelle femme as-tu envie de devenir? L'enjeu, c'est l'expression de soi. Un soi qui apprend à se positionner, à parler et à choisir. C'est Martha Heidegger, le philosophe, qui parle de la vocation comme de la conscience humaine. Il dit ça, c'est quand quelqu'un s'arrache à une forme inauthentique d'inexistence. Une forme inauthentique d'existence. Je vais le traduire. La conscience émerge lorsque le sujet quitte une opinion commune. On pense ceci, on doit faire cela, et commence à se forger son propre jugement, à agir personnellement en cohérence avec ce qu'il est et ce qu'il pense. Et c'est tout l'enjeu, c'est d'aller chercher, de permettre ce mouvement-là. Ça demande d'accepter le travail du temps. En termes d'orientation, nous ne sommes jamais arrivés. Et c'est une question qui revient tout au long de la vie. Donc on pourrait rassembler ça en 2 grandes questions. Comment permettre l'accès à une parole en propre? Et comment on peut accompagner ce processus? Aider le jeune à assumer la part irréductible qui lui appartient, celle de se prononcer. Et deuxièmement, comment accompagner le jeune à chercher sa place dans le monde, trouver sa manière de contribuer à un commun, à une société. On va regarder ça d'un peu plus près. Il y a beaucoup de manières d'y répondre, d'y travailler. Tu nous parleras à partir de ta pratique, comment tu y travailles aussi beaucoup. Moi, je vais brosser quelques grandes lignes à partir de l'expérience que nous vivons ici à l'IF Europe. Peut-être la première chose, c'est l'enjeu d'une posture qui est de l'accompagnant, parents, éducateurs, enseignants, professionnels de l'orientation, qui est une posture ouverte vers l'avenir et non pas tournée vers le passé. Dit autrement, il y a un enjeu fondamental à décorréler le travail d'orientation du bulletin scolaire. Le bulletin scolaire enferme le jeune dans son passé. Le travail d'orientation ouvre le jeune vers l'avenir. Et pour un jeune, et Dieu seul sait qu'on en a vu passer ici, et vous aussi sûrement beaucoup, nombre de jeunes qui étaient considérés comme des cancres ou en échec scolaire, et qui ont engagé des carrières, des études brillantes, une fois qu'ils ont trouvé ce qui était leur moteur. Je vous cite une phrase de Baptiste, qui était un étudiant chez nous il y a quelques années, donc extrait de bilan, il l'a écrit.
En entrant dans cette école, je ne savais absolument pas vers quel domaine d'études ou de métier me diriger. C'est la première fois que j'ai dû réfléchir à ce qui me plairait. Envisager les études me paraissait fortement difficile du fait de mon faible niveau scolaire et de mes échecs dans un cursus normal. Donc c'est un jeune qui derrière a fait une licence de sciences politiques et il a fini major de sa promo. Mais en tout cas, cette phrase, elle évoque un changement de paradigme entre choisir quelles études je peux faire au regard de mon passé, à regarder mes motivations propres, qu'est-ce qui me plairait. Donc c'est un nécessaire pas de côté par rapport à l'approche centrée sur le vécu scolaire et le bulletin de notes. À l'IF Europe, par exemple, jamais nous ne demandons un bulletin de notes à un élève qui candidate ici. On s'en fout. Mais royalement. Alors si après, il va falloir regarder un peu de la réalité. Mais on commence par s'en foutre royalement. Accompagner l'émergence d'un sujet capable de se prononcer sur son avenir et de s'y engager. Donc, Thomas, tu as dit quelques mots sur l'IF Europe, des parcours de 6 mois ou 1 an qui accompagnent des jeunes adultes dans la construction de leur projet de vie. En fait, apprendre à se connaître, déployer ses ressources relationnelles, apprendre à mettre sa vie en mouvement dans un projet qui fasse sens pour contribuer au monde. C'est cela qu'on cherche à vivre ici et qui mêle une pédagogie qui mêle formation humaine, formation intellectuelle, formation expérientielle. Alors pour peut-être dire un peu comment on travaille, on aime beaucoup cette citation d'un théologien qui s'appelle Christophe Théobald, qui a beaucoup travaillé sur la question de la vocation. Et il décrit la vocation en une phrase, et puis après on va la regarder par morceaux. C'est « Tu peux être unique et engager ton unique existence au service des autres dans tous tes choix. » Pour lui, ça c'est la vocation. Alors, on va décomposer ça. Tu peux, c'est une chose fondamentale, en fait, de permettre aux jeunes d'entendre résonner un « tu peux, tu es capable ». Se défaire des pensées limitantes. C'est l'histoire de Baptiste, à un moment, comment il est sorti de son bulletin de notes, mais c'est parce qu'il y a eu des expériences et des choses où il s'est éprouvé capable. Donc tu peux, tu es capable, ça se passe par des pédagogies qui mélangent de l'expérience et de la relecture, des mises en situation et de la relecture. Ça permet d'identifier des compétences, ça permet de donner aux jeunes l'occasion de s'expérimenter. Alors, il y en a plein, il y a plein de façons de le faire. Mais de s'expérimenter, de faire, d'apprendre et de relire avec eux. Et le cycle complet est important. Je vous lis ce que disait Jeanne, une ancienne étudiante aussi, qui, elle avait essayé des domaines de formation, ça ne lui avait pas plu tellement, et puis elle avait atterri ici. Et dans le cadre de la formation, les étudiants, ils gèrent une association de solidarité internationale et ils montent des projets tout au long de l'année. Donc, ils vont chercher notamment pas mal de fonds. Et Jeanne, elle s'est retrouvée responsable du mécénat. Et elle dit ceci, j'étais attendue. Cet énorme défi, ça a réveillé en moi l'envie d'ambition. Avant, j'avais une vision négative de l'ambition. J'y ai bien répondu. Et j'ai compris plein de choses dans cette responsabilité. J'aime associer d'autres à un défi. J'ai aimé témoigner de notre aventure collective largement. J'ai mobilisé mon père pour m'aider à ouvrir son réseau. Et j'ai réussi à trouver 15 000 euros. J'étais fière. Ce qui est énorme. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à trouver 15 000 euros eux-mêmes. Mais, waouh, j'étais fière. Et l'enjeu aussi, c'est de relire avec eux leur parcours de vie. Alors, on ne peut pas toujours les mettre en situation d'expérience, mais relire avec eux leur parcours de vie et qu'ils puissent nommer les endroits où ils se sont éprouvés en capacité de. Non. Nommer des compétences, des appétences. Jeanne, en faisant ce travail d'ailleurs, a dit « En fait, ça dépassait largement mon domaine de formation initiale. J'ai découvert que mes compétences ne tenaient pas juste à des expériences de stage. C'est toute ma vie relue qui me permet de dire qui je suis, pas seulement mes stages. » Un enjeu d'aller chercher largement.
Donc tu peux être unique. Être unique, c'est donc développer sa parole propre, apprendre à dire je. Non pas un je qui dit la même chose que le voisin, mais justement une parole qui est la mienne. Ça se joue de mille façons, des ateliers. Cet après-midi, j'étais en atelier avec des étudiants. J'ai terminé la dernière demi-heure, je leur dis, vous vous posez chacun et vous notez une ou deux choses que vous retenez de cet après-midi qui vous a parlé. Et une fois que chacun a eu noté, j'ai fait le tour pour qu'ils parlent. Parce que sinon, si on leur donne la parole comme ça, c'est « Ah ben comme un tel, comme un tel, comme un tel ». Et là, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher petit à petit, apprendre à travailler, avoir son avis propre, sa parole propre. Donc il y a plein de façons de le faire, mais aller chercher la parole de l'étudiant à travers le récit de vie, le travail d'autobiographie raisonnée, comme outil possible. Et engager ton unique existence pour autrui dans tous tes choix. Marc Foglia, il dit un des moteurs de l'épanouissement et de l'expression de soi, c'est chercher à faire quelque chose pour la communauté humaine, dont j'attends reconnaissance. Je donne et aussi je reçois reconnaissance dans cette communauté de mille et une façons. C'est contribuer. Donc, en tout cas, ici, on pense bien la contribution, l'orientation dans une dynamique de contribution à un collectif, à un commun. Être acteur de sa vie et solidaire de celle des autres. C'est une phrase qu'il y avait sur nos plaquettes tout un temps. Ça passe, et je terminerai par ça, par 3 étapes. Une première étape qui va être identifier les besoins de la société auxquels je suis sensible, ceux qui résonnent en moi. Quels sont... On a plusieurs façons de le prendre. Ça peut être quelles sont les personnes qui m'inspirent. Quand je les vois, ça m'appelle. Je ne me sens pas forcément capable, mais en tout cas, je sens bien que ça résonne. Voire, je me dis, je me verrais bien à leur place. Et là, on a un rôle à jouer, à permettre aux jeunes de rencontrer des adultes inspirants. Il ne faut pas avoir peur qui rencontrent des gens très inspirants. Et puis, il peut y avoir dans des parcours de vie des moments qui nous saisissent. Je pense à Éloi, qui était un étudiant ici, quand il se cherchait beaucoup, et à un moment, il a visité la cathédrale d'Albi, et en visitant cette cathédrale, c'était pendant son stage, il a eu un moment extrêmement fort, où il s'est senti faire partie du bâtiment, et il est resté plus d'1 heure à contempler le lieu, et il est ressorti en disant, mais en fait, c'est ça, moi je veux bosser dans le patrimoine. En fait. Et la beauté, être en contact avec les artisans de l'époque, ça a vraiment mis en route sa vie, et tout son projet professionnel. Donc voilà, quels sont les besoins de la société qui résonnent en moi? Et puis une fois que je les ai identifiés, il y a une nécessité, c'est se tourner vers le monde pour comprendre ce que ça signifie aujourd'hui de répondre à ces besoins. Exemple, si en moi résonne le besoin d'une santé plus préservée, comment je peux y répondre? Je peux travailler dans de la médecine préventive ou curative, ou dans la recherche pharmaceutique, ou dans la promotion de l'hygiène et de la sécurité, la protection de l'environnement, ou l'accès aux soins, ou la prévention des conduites à risque. Enfin, il y a plein de façons, ou travailler dans la diététique. Il y a plein de façons de répondre à ce qui résonne en moi. Et aujourd'hui, il s'agit d'aller chercher ça. Et ça, c'est nécessaire pour ensuite pouvoir passer au projet. Transformer cela en projet d'action dans le monde, entrer dans la dynamique de réalisation. C'est là que se joue la question du choix de la formation, la question de la confrontation au réel et de l'épreuve de la mise en œuvre. Et c'est là aussi tout l'intérêt des salons ont leur place. Au début du processus, souvent ça ne produit rien, mais quand on est arrivé là, c'est extrêmement précieux. Voilà. Donc je vous ai laissé 2 articles là-bas, donc un de Francis Marfoglia et un autre que j'ai écrit moi à partir de parcours de vie d'étudiants, et où on voit des éléments à l'œuvre dans ce processus d'orientation. S'il vous plaît. Ça va pour vous? Alors on continue et on poursuit avec toi, Thierry. Thierry, toi tu travailles dans ou pour des établissements scolaires depuis 2007. Quasiment 20 ans. Tu as côtoyé des milliers de jeunes. Ça, c'est une assez grande certitude. Et depuis 3 ans, tu es le coordinateur du service d'information et de conseil aux familles, ici à l'appel 49, qui accompagne et met à disposition des outils, notamment sur cette question de l'orientation tout au long de la scolarité. Tout au long de ton parcours, donc, toi, tu as vu la jeunesse changer de profil, changer de question dans un monde en grande mutation. À travers ton expérience, à travers
contact de la jeunesse. Toi, que peux-tu nous dire de l'évolution des questions des jeunes sur la question de l'orientation et quels sont les outils qui aujourd'hui sont mis à leur disposition pour les aider dans leur choix? Déjà, donc, je vais, en étant à l'appel 49, donc l'association de parents, je suis en contact avec les enseignants, avec les parents et avec les jeunes. J'ai la chance, c'est bien une chance d'avoir ces trois publics, parce qu'il nous paraissait cohérent avec la direction de CZN de se dire, quand on intervient sur le thème de l'orientation, il est de bon sens de se dire que l'orientation, c'est et les enseignants et les parents, les premiers éducateurs. Et donc, quand on se déplace en établissement, on se déplace avec quelqu'un de la direction de CZN et donc un chargé de mission, un collègue, et donc moi, l'association de parents. Et là, on montre quelque chose de cohérent pour dire l'orientation, ce n'est pas que les parents, ce n'est pas que l'enseignant, c'est un mélange de tout ça. Et c'est bien sûr le jeune au centre. Il y a, avant de détailler un petit peu plusieurs petits exemples que je vais faire pour ces trois publics, il y a un commun pour ces trois publics. Ils ont besoin d'une définition simple. Ce n'est qu'une proposition, et c'est bien dit comme ça, c'est une proposition simple de ce qu'est l'orientation, parce que ça fait peur, on a dit, ça fait peur à tout le monde. Mais une fois que, quand on ne connaît pas la taille de la montagne, en effet, ça peut faire peur de commencer à la grimper. Donc, on simplifie. Et c'est assumé, hein, on simplifie ce qu'est l'orientation. L'orientation, c'est la connaissance de soi, la connaissance des filières et la connaissance du monde professionnel. Mais ça va un peu plus loin. L'orientation, c'est la capacité à faire un choix en prenant en perspective ces trois-là. C'est pas juste de la connaissance de soi. C'est pas juste de la connaissance des filières, c'est pas juste de la connaissance des métiers. C'est quand on commence à mélanger un peu tout ça que là, ça devient intéressant. Et du coup, ça, les trois publics, les parents, les enseignants et les jeunes ont besoin d'entendre que ce n'est que trois connaissances. Et que quand on bosse l'une des trois connaissances, on fait de l'orientation. Quand on croise un professionnel dans un magasin qui met en rayon, on fait de l'orientation. Je dis assez facilement, quand on mange des épinards ou quand on mange des frites, on fait de l'orientation. On est en train de travailler ses goûts. Est-ce que j'ai envie de recommencer cette expérience ou pas? Je vais commencer par les parents. Les parents, dans tous les cas, il y a une partie émotionnelle qui est forte à aborder chez les parents. Je prends l'exemple, je ne vais pas le faire là, j'ai pas le temps, mais je théâtralise un petit peu ce passage-là. Je prends l'exemple de mon petit Arthur et je lui dis de faire attention quand il court partout et puis il tombe. Et au lieu de le prendre dans mes bras et de le soigner et dire mince, est-ce que ça va? Je lui dis mince, je t'avais prévenu de ne pas courir, c'était dangereux, t'allais tomber. Donc, en tant que parent, au lieu de jouer mon rôle, de le protéger, de lui dire que je l'aime, que ça va bien se passer, je commence par un petit travers. Mince, je te l'avais dit. Ça vient de quoi, ça? Ça vient de... j'ai eu peur qu'il se fasse vraiment très très mal, voire peur de mourir. Et donc du coup, il y a la peur qui est rentrée en moi en tant que parent. Cette peur-là, elle ne me plaît pas du tout, je l'évacue comme je peux. Et donc je lui recrache un peu mon inconfort, ma déception. Mince, t'aurais dû faire attention. J'avais aussi eu peur d'être un mauvais parent sur ce moment-là. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand mon Amaury, le plus grand, me ramène un 4 sur 20 en physique-chimie? Il est comme mon petit Arthur, il est par terre, dans son estime de lui-même, dans son métier d'élève, il a un 4 sur 20, il vaut 4 sur 20. Et moi, en tant que parent, je devrais lui dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas grave, t'as mal sur le coup, mais je suis là et on va t'aider. Mais au lieu de ça, je vais pouvoir lui dire, mince, je t'avais prévenu, t'as pas bossé. De par la peur, qu'Arthur se fasse très mal, que Amaury soit en échec scolaire, de par cette peur-là, du coup, j'agis mal. Et je juge ça comme une mauvaise action de ma part. Parce que, en fait, je ne suis pas dans la bonne posture, je ne suis pas dans le bon positionnement de « t'as le droit de te planter, et t'inquiète pas, on est là justement pour rebondir ensemble. » Et je vais plutôt appuyer et rajouter du stress et de la pression. Je viens expliquer ça en premier lieu aux parents, de se dire que si on ne prend pas conscience de ces émotions et de ce qu'elles peuvent générer, finalement dans des mauvaises réactions, on peut se tromper dans l'accompagnement. Et une fois que les parents échangent entre eux sur c'est quoi vos peurs, et là c'est marrant, elles sont diverses, hein.
Moi, j'ai peur que ma fille elle parte à l'étranger, que je la vois plus. Moi, j'ai peur qu'il ait envie de devenir guitariste et qu'il n'ait pas de salaire. Enfin, ils ont tous des peurs différentes. Mais au moins, elles sont exprimées, elles sont dites. Et la prochaine fois qu'ils parleront orientation avec leurs jeunes, il y aura une petite voix qui leur dira, bon, j'ai cette peur-là, c'est ok. Est-ce que je suis obligé de l'imposer à mon enfant? Voilà. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse avec les parents sur Parcoursup. On leur montre que c'est juste un annuaire qui est génial. Heureusement qu'il est là, cet annuaire. Sinon, ce serait vraiment catastrophique. Et un peu comme un CM2, on l'emmène dans un collège pour qu'il ait moins peur parce qu'il voit ce que c'est. Et bah, les élèves de seconde, donc quand même 2 ans avant, hein, et ben on va quand même leur montrer Parcoursup. Ah, ce n'est que ça. Les parents aussi. Ah, ce n'est que ça. Ah, bah ça fait un peu moins peur. Et la presse qui aime bien vendre sur la peur a peut-être un peu moins de poids. Donc ça, bien expliqué. Et donc les parents, une fois qu'on leur dit que, bah attention, vos émotions, elles peuvent être des choses qui peuvent vous emmener dans une mauvaise posture, et ben on leur dit que ils peuvent aussi, en tant que professionnels, partager leurs compétences et mettre des mots sur leurs compétences. Et là, c'est intéressant. Donc on a des forums des métiers, on a des choses comme ça, on a des choses hyper chouettes qui se font avec les parents. Mais du coup, c'est plus trop des parents, c'est des professionnels. Et de switcher, finalement, de dire aux parents, ben, en tant que professionnel, vous avez des choses à apporter, et ben, c'est assez chouette, et ça permet des échanges qui sont très cohérents. Là, on arrive à un problème, côté parents, côté jeunes, c'est pareil, c'est le problème du vocabulaire. J'ai une collègue en orientation dans le 85, en Vendée, qui dit, ah ben, j'ai arrêté de demander aux parents des qualités du jeune, concernant leur enfant, parce qu'ils n'étaient pas capables d'en donner 3. Mais bien sûr qu'une fois qu'on donne le vocabulaire sous les yeux, bah là on peut en donner 30 ou 40. Il est bien question que le vocabulaire ne vient pas. Et donc à ce même titre, on peut donner à un parent du vocabulaire pour parler de son métier, les compétences. Mais chose que j'ai trouvée assez pertinente, sur un forum qui regroupe 6 établissements en centre-ville d'Angers, le forum du groupe MEN, eh ben, on a modifié tous les secteurs en verbes d'action. C'est pas grand-chose. Mais pour les jeunes, c'était, et on retrouve ce que tu as pu dire un petit peu sur le verbe pour contribuer. Bah, comment je veux contribuer? Je veux servir, je veux soigner, je veux enseigner, je veux construire, je veux produire, plutôt que le mot industrie qui veut tout dire et rien dire pour eux. Donc la question vocabulaire, elle est centrale à chaque fois. Rapidement pour les parents, alors je vous ai ramené parce qu'on m'a demandé du concret, donc j'espère que rapidement pour les parents, je pense que vous connaissez tous, enfin une grande partie ici connaît l'Explorama, mais c'est juste que je vais vous montrer en soirée parents ce qu'on peut faire en établissement. On demande aux jeunes de choisir, on a 48 planches comme celle-ci, c'est des environnements de métier. Ça, globalement, vous connaissez bien. Et en fait, on demande aux jeunes de dire, ah bah, cet environnement de métier, il donne quelle ligne bleue? Ah bah cet environnement de métier là, c'est camping, tourisme, tout ça, ça donne hôtellerie, restauration, tourisme et loisirs, animation. Ok. Le jeune, il part faire ce petit atelier pour revenir avec 2 secteurs d'activité. Les parents, pendant ce temps-là, bien sûr, il faut les occuper. Il ne faut surtout pas qu'ils soient au dos. Choisis pas celle-ci, choisis pas celle-ci. Il ne faut pas qu'ils soient dans le dos du jeune. Donc on les occupe en faisant quoi? On les occupe en leur donnant une liste de qualités. 75 qualités. Et ils vont venir cocher des qualités pour leurs jeunes. Les 10 principales. Là, ça vient, il n'y a pas de souci en cochant. Les 10 principales. Et après, on ne va pas demander aux parents, est-ce que le secteur qui a été choisi par votre enfant plaît ou ne plaît pas? On va demander juste de faire un lien entre les 10 qualités qui ont été choisies. Quelles sont les 2 qui sont vraiment utiles dans cet environnement-là? Et là, en fait, on vient pousser de manière à peine déguisée le parent à avoir une posture de « Bah, toi, mon jeune, je te connais, je peux même te donner des qualités, et ces qualités-là, elles vont être utiles à ton désir de peut-être travailler là-dedans ou là-dedans. » On ne demande pas aux parents s'il est d'accord ou pas. On lui demande juste d'être dans une posture assez encourageante. Donc voilà pour les parents sur le côté émotionnel et sur la côté posture. J'ai affaire aussi aux enseignants. Alors c'est un public que j'apprécie, il n'y a aucun souci avec ça. Je suis assez fan d'eux en fait, j'ai toujours voulu devenir enseignant. Et là du coup, tu parlais d'expérientiel tout à l'heure, et je pense que la posture, elle passe par l'expérientiel. Pour moi, faut le vivre. Mais si on veut qu'un enseignant emmène sur la connaissance de soi un jeune,
il faut bien sûr que l'enseignant fasse un minimum de connaissance de lui-même. On est obligé de l'emmener sur ce chemin-là. Sinon, il ne va pas se sentir légitime. Et puis, après avoir redéfini donc, l'orientation, connaissance de soi, connaissance du monde professionnel et connaissance des filières, eh ben, on va, par l'expérientiel, lui faire vivre des jeux de connaissance de soi comme s'il était élève. C'est hyper ludique. Les profs, ils se marrent entre eux, ils se connaissent bien, ils se font du bien. Ah bah toi, je te donne telle qualité. Ah bah moi, je me donne telle qualité. Et puis, on va surtout parler de quelles compétences ils développent à la maison. Les enseignants. C'est souvent des personnes engagées. C'est souvent, je ne dis pas que c'est des personnes qui ont du temps, ça c'est faux. Mais c'est des personnes engagées, c'est des personnes qui savent parler compétences, parce qu'ils le font dans leur métier. Et on va leur demander des compétences et des qualités qu'ils développent à la maison, autres que dans leur métier. Qu'est-ce qu'on provoque en ça? On provoque un début de posture de « je vais observer le jeune par autre chose que son bulletin scolaire. Je vais observer le jeune par quelles compétences tu développes avec plaisir à l'extérieur. » Il est vraiment primordial de remettre le plaisir au centre de la question de l'orientation. Pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment très compliquées d'orientation. C'est que il y a la question du vocabulaire, mais il y a la question du temps et de la compétence. Et les enseignants n'ont pas été formés à accompagner, et pourtant on leur impose ça. Les parents ne sont pas informés, n'ont pas non plus forcément les compétences, et ça c'est compliqué. Et donc du coup ça s'impose à tout le monde. Il faut avoir en tête que le moment de l'orientation, au niveau du lycée là, c'est la première fois où le parent va dire ouvertement à son jeune « je ne sais pas ». Avant, le parent, il a pu accompagner son enfant dans tous les moments de la vie. Je sais comment va se passer l'école. Je sais comment je peux t'aider à aller acheter quelque chose au supermarché. Je sais comment ça... On peut l'accompagner un peu partout. La première fois où, par contre, on va aller sur Parcoursup, là, le parent, et du coup, c'est hyper compliqué pour lui, parce que il doit accepter, et là, c'est encore une question de posture, accepter de ne pas savoir. Et je file sur l'élève, et il me reste... pas longtemps pour l'élève, et pourtant c'est l'essentiel. Pour l'élève, il faut avoir en tête ces trois besoins. Pour moi, il y a trois besoins essentiels. Après, avoir en tête que l'orientation, ça doit être du plaisir. Que ça ne doit pas s'imposer. Quand on les questionne, les jeunes, pour eux, c'est juste une matière en plus. On leur dit, et même moi j'en parle, c'est de la connaissance. De la connaissance. Connaissance égale matière. Matière égale travail. Égale effort, j'ai pas envie. Donc il faut retourner ça en disant que l'orientation, c'est de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est qu'est-ce que j'aime faire, quelles compétences j'aime faire, quelles qualités j'ai et quelles compétences j'ai envie de développer. Et là, quand on parle de plaisir, et en plus on apporte des moments ludiques, le jeune prend plaisir, et là l'orientation devient plaisir, et l'orientation devient quelque chose qu'on a envie de revivre. Et ça, c'est très important. Très important que ça soit... que ces moments soient faciles. Et pourtant, c'est pas toujours plaisant. Par exemple, j'ai une jeune... Il y avait toutes les cartes qualité de Futur Actao de l'Académie des projets de vie de Michel Yagger sur la table. Il y avait plein de cartes qualité. Et la jeune, elle devait se choisir des qualités. Et il y a eu comme, je vais appeler ça un silence éloquent. Une magnifique oxymore. Silence éloquent, c'est qu'elle était dans un silence qui parlait énormément. Elle était incapable de se choisir des qualités. Elle était presque en pleurs devant. Et ça vous montre dans quel état d'esprit. Et tu parlais tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas en capacité, qui ne sont pas rendus là. Elle n'était pas en capacité de se donner des qualités, ça montre l'environnement qu'il y a autour d'elle quand même. Voilà. Donc il y a des fois, on impose l'orientation à des jeunes qui n'en sont pas là. Il faut en avoir conscience dans l'accompagnement. Mais les trois besoins, je reviens sur les trois besoins qui sont pour moi les trois ingrédients. Le jeune, dans un moment d'orientation, a besoin de relations. Il a besoin de se sentir bien avec la personne. Il a besoin de se sentir bien avec les personnes autour de lui. Donc les élèves si c'est des élèves, mais d'être bien avec ses parents si ils sont là. Il a besoin de compétences. On a besoin de lui apporter des outils qui vont l'aider sur la compétence à s'orienter. Et il a besoin d'autonomie. Des choses où il va retourner tout seul. Donc j'ai monté une séance pour des quatrièmes et des secondes. Ça a très bien marché pour les quatrièmes et les secondes. Mais je vous montre rapidement le procédé. Je suis bien sûr reparti sur l'Explorama en point de départ. Deux environnements de métier qu'on aime et un qu'on n'aime pas.
Eh oui, ne pas aimer, c'est aussi, ça fait partie de soi. Puis après, j'ai demandé aux jeunes, j'ai distribué cette petite feuille-là, et j'ai demandé aux jeunes 4 critères de comparaison pour comparer des métiers. Là, ici, j'ai 4 x 6, 24. J'ai 24 critères différents de comparaison de métiers. J'ai intérêt, passion, compétences utilisées, sécurité de l'emploi, durée des études, le salaire, les responsabilités, la reconnaissance sociale, l'utilité sociale. Je suis assez content de moi, je ne me suis pas trop planté. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été pris dans tout cela. Dans les 15 élèves que j'avais là, et ben c'est évolution du secteur. Donc ils devaient choisir 4 critères qui leur appartenaient. Et ils devaient mettre, après, ils allaient sur Willby, qui est un site où ils scrollent plein de petites vidéos, des milliers de vidéos de métiers. Et en allant sur Willby, ils vont mettre, s'ils ont choisi en critères l'utilité sociale et l'impact sur la société, ils vont écrire ce critère-là et ils vont mettre une note sur 5. Dans le métier que j'ai trouvé sur Willby, la petite vidéo, je trouve que l'utilité sociale, elle est à 4 sur 5. Et en fait, ils vont rapporter une note à leur métier. En faisant cette séance-là, ils ont fait de l'Explorama. Ils ont fait la connaissance d'environnement de métier. Ça a été des choix propres. C'était leur choix. Il n'y a pas 2 élèves qui choisissent les 3 mêmes planches sur l'Explorama. Après, en choisissant les critères de choix, de comparaison, pareil, il n'y a pas eu 2 élèves qui ont choisi les mêmes critères. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur le fait que, mais en fait mes critères de choix de métier ne sont pas les mêmes que mes voisins. Ils se rendent compte que leur réflexion, là où elle en est à ce moment-là, n'est pas la même que celle de son voisin. Donc ils n'ont pas les mêmes métiers, ils n'ont pas les mêmes critères de comparaison, et ils vont sur un site où il faut scroller. Et ça, c'est une compétence qu'ils ont. Et donc, il faut scroller. Et donc, dans cette séance-là, ils ont eu le besoin d'autonomie, il arrive à la fin, parce qu'ils peuvent retourner sur Willby sans souci, sans connexion, retourner voir des milliers de métiers. Le besoin de compétences à s'orienter, aller trouver l'info, être en capacité de faire des choix sur les critères qui me conviennent, ça a été fait. Et le besoin de relation, ça a été fait avec moi en disant c'est normal qu'à votre âge vous n'ayez pas que vous ne sachiez pas quoi faire. C'est même presque sain. La capacité au choix, elle arrive tranquillement et lentement. Je leur dis même que moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre les formations post-bac. Il y en a plus de 900, ne serait-ce que sur le Maine-et-Loire. Qui va apprendre les 900 formations post-bac sur le Maine-et-Loire? J'aimerais bien. Donc plutôt que de donner du poisson, on dit où est le magasin de pêche, et on donne les bons outils. Et du coup, le jeune, dans ces 3 séances-là, il repart, il a avancé, il peut être autonome s'il a envie, et il va surtout être en capacité de donner du vocabulaire sur ce qui commence à l'intéresser. Ce qui va le différencier de ses parents. Je m'intéresse au métier de l'industrie et j'ai vu tel ou tel métier, il y a telle ou telle compétences qui sont développées. Les parents ne connaissent pas, mais les parents voient que le jeune il est en réflexion. C'est tout ce que demande le parent. Il commence une réflexion. Donc voilà comment en fait, finalement, on a 3 publics différents, mais les problématiques sont presque les mêmes. Il y a toujours l'émotionnel qui est là. Toujours à prendre en compte l'émotionnel. Mais ça reste de l'humain, donc pour moi c'est hyper chouette. Et passionnant. Et passionnant. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Eric pour vos 3 interventions qui éclairent largement de multiples facettes de ce sujet, de notre sujet ce soir.